Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 68. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose un exercice d'arithmétique qui j'espère vous intriguera. L'énoncé est le suivant, on aimerait montrer que tout nombre premier impair s'écrit comme somme de deux carrés, si et seulement si ce nombre est congruent à 1 modulo 4. Alors il y a trois choses que j'aimerais vous dire. La première, c'est que j'espère que cet énoncé vous surprend si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Moi je trouve ça assez étonnant de voir qu'on est capable de caractériser le fait qu'un nombre se décompose comme somme de deux carrés si et seulement si on connaît sa congruence modulo 4. C'est quand même, moi je trouve ça assez fort d'avoir une caractérisation aussi simple que celle que nous voyons actuellement. La deuxième chose que j'aimerais dire concernant cet énoncé, c'est le fait qu'on n'aborde que les nombres premiers impairs. Le seul nombre premier pair, c'est 2. Et 2, c'est clairement une somme de 2 carrés, donc c'est 1 au carré plus 1 au carré. Voilà, il n'y a rien de très spécial à dire, donc c'est pour ça qu'on peut aborder directement les nombres impairs, et donc caractériser les nombres premiers impairs qui vérifient cette propriété. La troisième chose que j'aimerais dire, et qui est en fait un rappel par rapport au précédent Exode-Call, c'est que, comme je l'avais dit la semaine dernière, nous sommes en train d'aborder une suite de 3 Exode-Call, qui donc a commencé la semaine dernière, et qui a pour but de démontrer un gros résultat qui me semble assez important en classe préparatoire, que l'on pourrait aborder en devoir surveiller, voire même en concours, si on devait aborder des sujets d'arithmétique, c'est le théorème des deux carrés de Gauss. Donc ce théorème qui dit que, sous certaines conditions, un entier peut s'écrire comme somme de deux carrés. Donc la semaine dernière, nous avons vu les nombres de Gauss, donc l'ensemble des nombres qui s'écrivent A plus IB, avec A et B des éléments dans les entiers Z. Eh bien, on a vu que cet ensemble-là formait un anneau euclidien, c'est-à-dire que c'est un anneau dans lequel on peut faire de la division euclidienne. Ça sera important pour la suite. Aujourd'hui, nous allons voir que nous avons une condition nécessaire et suffisante pour dire qu'un nombre premier s'écrit comme somme de deux carrés. Et la semaine prochaine, nous verrons le résultat à proprement parler du théorème des deux carrés. Donc je ne vous donne pas l'énoncé précis de ce théorème maintenant. Vous pouvez vous amuser à le deviner grâce à cette caractérisation. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler davantage. Nous le verrons vraiment la semaine prochaine. Nous allons ici nous concentrer sur cet énoncé-là. Ça sera déjà suffisant pour aujourd'hui. Ok, je pense en avoir dit suffisamment concernant cet exercice. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous invite à faire une pause pour vous frotter à cet exercice qui est pas si simple que ça. Vous allez le voir. Donc, frottez-y vous, essayez, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la résolution de cet exercice. Ok. J'espère que vous avez essayé et que vous avez au moins réussi un sens de cette équivalence. Il y a un sens qui était évident, c'était de démontrer le sens direct. Donc on va attaquer le sens direct. Pour le sens direct, il s'agit en fait essentiellement de faire un tableau de congruence. Il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, il faut le faire. Donc je vais supposer que P s'écrit comme A carré plus B carré. Je rappelle que P est un nombre premier impair. Ça va être important. Et donc ensuite, il faut s'amuser à faire un tableau de congruence. Donc on a 0, 1, 2, 3. Et puis pareil pour B. C'est un peu long, mais au moins, vous voyez la mécanique. Hop. Donc, tac, je regarde les congruences de A et B, puis ensuite je regarde qu'est-ce qui se passe pour A carré, B carré. Et c'est assez simple, il faut faire un peu de calcul. Donc là, je vous donne directement le résultat. 1, 0, 1, 0, 1 et 1, 2, 1, 2. Voilà les congruences qu'on obtient, modulo 4. Donc pour A carré plus B carré, en connaissant les congruences pour A et B. Et donc on voit qu'il n'y a que 3 types de congruences qu'on peut obtenir, 0, 1, 2, et il se trouve que 0 et 2 c'est impossible. En effet, si A carré plus B carré est congru à 0 modulo 4, ça veut dire que P est divisible par 4. Et c'est impossible parce que P est un nombre premier. Donc P est divisible par 4, 4 n'étant pas premier, il y a un problème. Et puis dire que A carré plus B carré est congru à 2 modulo 4, ça veut dire alors que 2 divise P, puisque ça veut dire que P s'écrit 4K plus 2, donc c'est divisé par 2. Or, si c'est divisé par 2, ça veut dire que P
finalement est égal à 2, puisque c'est le seul nombre premier qui est divisible par 2, hein, donc voilà. Et c'est tout, hein, on a une contradiction avec le fait qu'on est supposé que P est impair. Voilà, on a terminé, on a démontré que A carré plus B carré, n'a pas d'autre choix que d'être congru à 1 modulo 4. Donc voilà, ça c'est fait. J'espère que vous avez su le faire, hein. C'était pas très difficile de voir cette implication. Maintenant, la partie vraiment difficile, c'est la réciproque. Et quand je dis vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Donc je vais vous donner les premiers pas, si je puis dire. Donc en tout cas, vous donner un premier résultat qui va être important pour la suite. Donc, tac. Prenons P congru à 1 modulo 4, et je vous rappelle que P est un nombre premier. Je n'ai pas besoin de rappeler que P est pair, puisque le fait de dire que c'est congru à 1 modulo 4 me dit tout de suite que ça doit nécessairement être impair. Ok. Voilà, je peux tout de suite énoncer le résultat que j'aimerais que vous démontriez. C'est le résultat suivant. Il faut montrer que moins 1 est un carré de Z sur PZ. Donc démontrer que ceci est bien un carré dans Z sur PZ. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être que l'énoncé n'est pas très clair, dit comme ça, mais ce que j'entends ici, c'est qu'il existe alors un entier, je vais peut-être l'appeler C au lieu de l'appeler 1. Il existe un entier C dans Z tel que C carré est congru à moins 1 modulo P. Voilà l'énoncé un peu plus, peut-être, qui parlera davantage aux étudiants de première année, que ça se prépare. Donc voilà, je vous invite à essayer de démontrer ce résultat avant que je vous dise quoi que ce soit concernant une preuve de ce résultat. C'est quand même assez sympa de voir ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire. Ok, j'espère que vous avez essayé. Alors pour démontrer ce résultat-là, on va faire appel à un autre résultat que nous avons déjà vu sur la chaîne, notamment en exo de colle. Il s'agit en fait de l'exo de colle numéro 16. Alors qu'est-ce que dit l'exo de colle numéro 16? C'est en fait le théorème de Wilson. Alors cet exo de colle dit la chose suivante, cet exo de colle qu'on a déjà abordé, donc ce résultat, dit la chose suivante: P est un nombre premier si et seulement si P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la preuve de ce résultat-là, si cela vous intéresse, vous intrigue. Donc ça a déjà été fait sur la chaîne, je mettrai les liens en description bien sûr. Donc voilà, très bien, ça c'est dit. Et en fait, pourquoi ça va nous servir? C'est parce que déjà le résultat que l'on obtient ici ressemble un petit peu au résultat qu'on cherche à avoir, mais vous me direz, bon ok, c'est congru à moins 1 modulo P, ça ne me dit pas du tout que P-1 factoriel est un carré. Alors vous aurez raison, P-1 factoriel n'est peut-être pas un carré, mais il se trouve qu'il va être congru à un nombre carré. C'est ça qui va être le point fort là ici du résultat du théorème de Wilson, et aussi de quelques hypothèses autour du nombre P que nous avons ici. Très bien, alors je vais écrire pourquoi P-1 c'est bien congru à un nombre carré. Bon P-1 factoriel, si je le décompose d'abord, je vais avoir 1 fois blablabla fois, et je vais le décomposer en tout ce qui est plus petit que P-1 sur 2 et ce qui est plus grand que P-1 sur 2. Donc je vais avoir ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une congruence maintenant modulo P. Les premiers termes, j'y touche pas, enfin les premiers facteurs, j'y touche pas, et les autres facteurs, eh bien je vais faire juste moins le pH aux autres facteurs. En faisant moins P aux autres facteurs, je reste, donc la congruence marche bien, d'accord, parce que la congruence sur le produit, ça se comporte très bien avec le produit, donc. Mais en faisant moins P, vous remarquerez que les facteurs que j'obtiens ici vont être en fait identiques aux facteurs que j'obtiens ici, à un moins près. Donc ce que je vais obtenir précisément, c'est moins P-1 sur 2 ici, jusqu'à P-1 moins P, ça fera moins 1. Donc j'obtiens ça, modulo P. Et là, on voit quelque chose qui ressemble à être un carré, finalement. Donc si on fait bien attention, en rassemblant les termes, on se rend compte qu'on obtient moins 1 puissance, donc là, le nombre de fois que ça apparaît ici,
c'est P moins 1 sur 2 fois un nombre au carré. J'obtiens cette chose. Très bien. Et reste à dire quelque chose concernant ce moins 1 puissance P moins 1 sur 2. Vous n'en êtes pas très content, vous aimeriez que ça dégage. Eh bien, vous allez être content, ça dégage en effet. Pourquoi? Parce que vous savez que P est congru à 1 modulo 4. Le fait de savoir ça vous permet de dire que 4 divise P moins 1, et donc que 2 divise P moins 1 sur 2. Et donc ça veut dire que l'exposant au moins 1 ici, c'est un nombre pair. Donc ça veut dire que moins 1 puissance un nombre pair, ça donne 1. Ça dégage. Et on est content. On a bien un nombre au carré. Or, grâce au théorème de Wilson, le P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Conclusion, on a bien un nombre au carré qui est congru à moins 1 modulo P. Ce qui signifie que moins 1 est bien un carré dans Z sur PZ. Bon voilà, alors vous pouvez vous amuser à faire un petit exemple. Si vous prenez par exemple P égale 5, ça veut dire qu'un nombre au carré qui donne un moins 1, ça serait donc 5 moins 1 sur 2 factoriel. Donc c'est-à-dire 2 factoriel, ici ce serait 2, donc en effet 2 au carré, ça fait 4, 4 c'est bien moins 1 modulo 5. Pas de problème. Bon très bien, voilà, on vient de démontrer une première partie. Alors maintenant, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de voir en quoi ce résultat nous permet de démontrer ce que l'on souhaite. Donc c'est-à-dire que P peut s'écrire comme somme de 2 carrés. Alors c'est pas direct, il va falloir raisonner un petit peu, bien sûr, mais je vous laisse y réfléchir déjà un petit peu par vous-même. Ok, j'espère que vous avez essayé un petit peu. Alors, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, je vais utiliser un raisonnement que nous avons déjà vu également sur cette chaîne. Un raisonnement que nous avons pu voir notamment lors d'un précédent Exocode, qui fait écho à un résultat que nous avons déjà vu aussi, qui est très proche du résultat que nous allons démontrer aussi la semaine prochaine. Il s'agit de l'Exocode numéro 35. L'Exocode numéro 35 aborde le théorème des 4 carrés de Lagrange. Alors qu'est-ce que dit ce théorème? Il dit que n'importe quel entier, là il n'y a plus de condition, n'importe quel entier peut s'écrire comme somme de 4 carrés. Donc n'importe quel entier positif, bien sûr, peut s'écrire comme somme de 4 carrés. C'est ça que dit ce théorème. Et dans le raisonnement le raisonnement que j'ai proposé pour résoudre ce problème, donc pour démontrer ce théorème, on a fait appel à quelques arguments que nous allons retrouver aujourd'hui. Donc des arguments qui vont être assez proches de ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc si ça peut vous aider un petit peu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au raisonnement qui a été utilisé pour démontrer ce théorème. Et puis essayez de l'adapter au cadre de la résolution de cet exercice. Voilà, c'est juste pour vous tendre une perche et vous donner un petit peu l'idée de ce qui va s'en suivre. Et puis voilà, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, encore une fois les liens seront en description. Il y a plusieurs Exocode que je dois mettre en description. Bon, j'espère que ça ne fera pas trop de références, mais bon évidemment, plus il y a d'Exocode, plus il y a des choses qui sont déjà faites, donc je ne vais pas m'amuser à les refaire. Vous en serez d'accord avec moi, j'espère. Bref, je vais donc faire la chose suivante. En fait, le fait d'avoir le moins 1 qui est un carré dans Z sur PZ me permet de dire que je peux écrire un multiple de P comme une somme de 2 carrés. Donc voilà ce qui va se produire, donc j'obtiens la chose suivante. On sait que C carré est congru à moins 1 modulo P, ce qui permet d'écrire qu'il existe un entier, disons M1, donc un entier naturel en fait, qui sera supérieur à 0 d'ailleurs, donc un entier naturel non nul peut-être, je devrais mettre. Hop là. Entier naturel non nul, tel que je vais pouvoir écrire que C carré plus 1 est égal à M1 fois P. Donc voilà. Alors vous remarquerez qu'il y a plusieurs choses qui se produisent. En effet, le M1 doit être non nul, parce que s'il était nul, il y aurait un problème avec l'égalité à gauche, puisque j'ai un plus 1. Donc le fait d'avoir un plus 1, ça oblige à ce que le terme qui est ici soit strictement positif. Et puis le fait que P est un nombre premier impair
oblige aussi que C doit être un nombre non nul. D'accord? Donc le C ici doit être non nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a une somme de 2 carrés. Hein, je peux écrire C carré plus 1 au carré. On a une somme de 2 carrés où les deux termes ici sont non nuls qui donne M1 fois P. Bon. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder tous les multiples que l'on peut avoir, qui peuvent s'écrire, les multiples de P que l'on peut avoir, qui peuvent s'écrire comme somme de 2 carrés. On va faire ça, et on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il en est de cet ensemble, et notamment quel est le minimum de cet ensemble, et remarquez que le minimum de cet ensemble, ça va être P. On va essayer de démontrer en fait que le minimum de cet ensemble va être P. Plus précisément, je vais noter un sigma, cet ensemble. On va prendre sigma, l'ensemble des entiers M non nuls, tel que, eh bien, on a l'existence d'un A et d'un B dans les entiers non nuls, tel que A carré plus B carré est égal à, j'ai pas dit congru, est égal à M fois P. Et donc je vais regarder ça, cet ensemble-là. Notez bien que pour cet ensemble, je demande à ce que A et B soient tous les deux non nuls. Notez-le bien, ça va être important à un moment donné. Donc je vais supposer que là, les deux nombres ici sont non nuls, très bien, pour me donner la décomposition. Ça c'est dit. Alors cet ensemble-là, qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, je peux dire que c'est un ensemble non vide, parce que M1 est dedans. D'accord? Donc je sais déjà qu'il est non vide, car M1 est un élément dans cet ensemble. Hop là. Rien de grave, j'ai rien cassé, tout va bien. Bref, donc M1 est dans cet ensemble est non vide, super. Et donc j'ai un ensemble d'entiers non vides, ça signifie alors qu'il admet automatiquement un minimum. D'accord? Donc ça fait partie des propriétés, des premières propriétés sur les ensembles que l'on peut voir avec les ensembles dans R. Hein, donc, je pense que ça fait partie des cours sur les réels ou sur les entiers, peu importe. Bien là, n'importe quel ensemble inclus dans l'ensemble des entiers naturels, ensemble non vide, admet un minimum. Donc sigma admet un minimum. Très bien, alors ce minimum, je vais effacer ce que j'ai ici. Ce minimum, on va lui donner un nom, on va l'appeler mu. Et le but du jeu, ça va être de démontrer que ce minimum, c'est 1. Donc, nous posons mu égale le min de sigma et montrons que mu est égal à 1. Voilà maintenant tout l'enjeu de ce qui va suivre dans la suite du raisonnement. Donc. Alors pour démontrer ça, je vais le faire par l'absurde. Alors ça me permet de répéter ce que j'ai déjà dit lors de anciennes vidéos. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous voulez à tout moment voir si vous êtes capable de continuer le raisonnement sans moi, ou en tout cas d'essayer de deviner ce qui va suivre après que je donne tel ou tel argument. N'hésitez vraiment pas à faire des petites pauses, parce que bien évidemment en tant qu'exo de colle, l'exercice n'est pas posé directement en tant que tel. Il y a des sous-questions, d'accord? Donc ici, je donne juste l'énoncé principal, et puis en fait, quelque part, les étapes que je suis en train de faire peuvent servir de sous-questions. D'accord? Donc c'est vraiment, pensez-y, hein, vraiment pensez-y à faire des petites pauses pour essayer de voir si vous avez compris ou si vous êtes capable d'avancer un petit peu sans moi, avant que je donne donc la suite de la résolution. Donc là, je le fais par l'absurde. Hein. Donc supposons par l'absurde que mu est strictement plus grand que 1. Et donc le but du jeu, c'est d'amener à une contradiction, donc c'est-à-dire qu'on devrait être capable de sortir un autre multiple de P qui va pouvoir s'écrire comme somme de 2 carrés, et ce multiple sera plus petit strict au multiple qu'on obtient ici, mu fois P. Ok, alors pour faire ça, comment on va s'y prendre? Déjà, on va utiliser le fait que mu est dans sigma. Donc le fait que mu est dans sigma, je sais déjà qu'il existe alpha et bêta, deux nombres non nuls, tels que alpha carré plus bêta carré est égal à mu fois P. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de réduire la valeur de alpha et de bêta à l'aide de mu. Comment? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la congruence. Donc je vais poser en fait R et S, donc posons
R et S, deux nombres qui vont être dans un intervalle, des entiers, hein, donc deux nombres qui vont être dans un intervalle d'entiers, donc qui va être compris entre moins mu sur 2 et mu sur 2, tel que, je vais demander à ce que R soit congru à alpha modulo mu, et S est congru à bêta modulo mu. Je peux toujours faire ça, hein, donc dès que j'ai des nombres et que je leur congru, dès que j'ai des nombres, en fait, je peux toujours prendre leur congruence modulo mu et prendre la congruence qui est compris, donc la valeur de congruence qui est compris entre moins mu sur 2 et mu sur 2. D'un côté je prends, de l'autre côté je prends pas, hein, c'est important, parce qu'il faut que l'intervalle soit de longueur mu. D'accord? Donc ça c'est le truc le plus important, il faut que l'intervalle soit de longueur mu. C'est tout ce qu'il faut. D'accord? Donc c'est exactement ce qui se passe quand on va de 0 jusqu'à mu-1. Par exemple, si je prends toutes les congruences, c'est à 0 jusqu'à mu-1, mais quand je suis trop proche de mu, je peux très bien faire moins mu pour essayer de me ramener à une valeur qui est dans cet intervalle-là. D'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là, hein, ayez cette idée-là en tête, pour comprendre pourquoi on peut faire cette définition, enfin poser cette définition-là, et avoir vraiment R et S qui valent des valeurs bien précises. Bref, maintenant que j'ai dit ça, qu'en est-il pour R et S? Il y a déjà quelque chose qu'on peut dire, c'est que R carré plus S carré va être divisible par mu. Donc faisons ça. On a R carré plus S carré, qui est congru alors à alpha carré plus bêta carré, et c'est congru à 0 modulo mu. Puisque alpha carré plus bêta carré, c'est un multiple de mu. D'accord? Ceci implique alors que il existe un M, je vais peut-être l'appeler M0, il existe un M0 dans les entiers, tel que R carré plus S carré est égal à M0 fois mu. Alors la question qui peut se poser déjà, d'ores et déjà, c'est est-ce que M0 est nul? Si M0 est nul, vous voyez que ça implique que R et S sont nuls. Si R et S sont nuls, ça veut dire que alpha et bêta sont tous deux des multiples de mu. Alors je vais l'écrire, hein, parce que ça va, vous allez voir qu'en fait ça va impliquer que soit alpha, soit bêta doit être nul. Alors je vais écrire tout ce qui se passe. Hein. Donc si M0 est nul, alors on a que R égale S égale 0, puisqu'on a une somme de carrés qui vaut 0, et donc une somme de carrés vaut 0 si seulement si les deux termes en jeu sont nuls. Donc ça va, très bien. Et dire ça, ça implique alors que mu divise alpha et mu divise bêta. Donc mu divise alpha et mu divise bêta. Ok? Dire ça, ça veut dire que je peux écrire alpha égale mu fois A, et je peux écrire aussi que bêta égale mu fois B. Et donc, si je remplace dans l'égalité tout en haut, j'obtiens mu carré fois A carré plus B carré est égal à mu fois P. Ce que je peux ensuite écrire comme mu fois A plus B, donc A carré plus B carré, est égal à P. Et donc vous voyez que mu divise P. Mais mu est plus grand que 1 strict. Donc ça veut dire que mu est égal à P. On n'a pas le choix. Si mu est égal à P, ça veut dire que A carré plus B carré vaut 1. Et dire qu'une somme d'entiers de 2 carrés, donc l'entier de 2 carrés, alors je l'ai peut-être mal dit, la somme de carrés de 2 entiers plutôt vaut 1, ça veut dire que l'un des deux vaut 0 et que l'autre vaut plus ou moins 1. Ça c'est pas très dur de s'en rendre compte. Hein. Donc soit A vaut 0 et B égale plus ou moins 1, ou alors B vaut 0 et A vaut plus ou moins 1. Et donc, si on remonte, ça veut dire alors que alpha vaut 0 ou bêta vaut 0. Or, on a dit qu'on prenait alpha et bêta tous deux non nuls. On a alors une contradiction avec le fait que M0 vaut 0. Puisque vous voyez que tout le raisonnement qu'on vient de faire, bon alors vous pourriez me dire que ça contredit mu supérieur à strict à 1, mais vous verrez que dans ce cas-là, ça voudrait dire que la décomposition ici pose un problème également. D'accord? Donc il y a vraiment... je pense que le vrai truc qui se produit, c'est que j'ai mis une hypothèse ici, et on est en train de contredire cette hypothèse. Hein, donc le M0 égale 0. Vous remarquerez que voilà, j'ai utilisé l'hypothèse que mu est strictement plus grand que 1, qui était une hypothèse qui a été posée avant.
Puis on a aussi contredit une autre hypothèse sur le fait que alpha et bêta doivent être non nuls. D'accord? Donc c'est des hypothèses qui sont intervenues avant, on a donc contredit l'hypothèse ici M0 égale 0. C'est important quand même de bien faire attention à quelle est l'hypothèse qu'on a contredite. D'accord? Donc ici l'hypothèse qu'on a contredite c'est M0 égale 0. Donc conclusion de tout ça, ça veut dire que le M0 est un entier non nul. Très bien. Alors je vais me permettre d'effacer ce que je viens d'écrire et tout de suite dire que M0 est un entier non nul. Et c'est là où vous voyez que ça avait de l'importance de prendre un ensemble d'entiers A et B tels que A carré plus B carré est égal à M fois P. Alors je pourrais vous convaincre de pourquoi c'était important de le dire, ou en tout cas pourquoi on pourrait même échanger un petit peu l'énoncé pour mettre A et B des entiers non nuls. C'est parce que si l'un des deux est non nul, ça veut dire que P est un nombre au carré, ce qui n'est pas possible, puisque P c'est un nombre premier. Donc si P est un nombre premier, ça ne peut pas s'écrire comme un carré. Voilà, donc c'est assez simple de se convaincre déjà que dans l'énoncé de départ, j'aurais pu dire A et B sont des entiers non nuls. D'accord? Et un autre truc, c'est que si j'avais autorisé le fait que A et B étaient nuls, on en serait venu à une décomposition triviale, où on aurait que alpha, en fait, c'est P carré et bêta, c'est 0. Et du coup, on aurait P carré plus 0 égale P carré. Donc c'est une décomposition triviale de P carré. Donc voilà, il y a vraiment... du coup, on n'en tire aucune gloire, si je puis dire, de tout ça. Donc c'est pour ça que ça peut être très important de noter que les entiers A et B qui sont en jeu doivent être tous deux non nuls. Je pense que ça peut être bien de se poser la question à un moment donné. Très bien, donc alors, comme je l'ai dit, M0 est alors un entier non nul. Très bien. Et maintenant, je vais faire un petit calcul. Un petit calcul qui peut vous faire écho aussi à un exercice qu'on a déjà fait. Donc encore une fois, ça fera écho à l'exo de colle 35, mais encore un autre exo de colle qui est mon running gag dans une vie de mathématiques, ou alors même dans d'autres exos de colle. Donc ça me permet de le ressortir encore une fois. C'est la référence à l'exo de colle numéro 12. Alors l'exo de colle numéro 12, en fait cet exo de colle c'est le fait de démontrer que n'importe quel polynôme à coefficient réel positif peut s'écrire comme somme de deux carrés. D'accord? Donc je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les unités de mathématiques et dans de précédents exos de colle. Je le rementionne encore une fois parce que le calcul que je vais faire maintenant fait pas mal écho à cette chose-là, en plus de faire écho à l'exo de colle 35 où il y avait des sommes de 4 carrés à la place de somme de 2 carrés. D'accord? Donc je fais juste référence à cet exo rapidement parce que ça m'amuse de faire référence à cet exo. Mais voilà. Donc le calcul que je vais faire exactement, c'est je vais calculer alpha carré plus bêta carré fois r carré plus s carré. Et en fait, dans l'exo de colle 12, on avait vu que si je fais le produit de somme de 2 carrés, ça donne à nouveau une somme de 2 carrés. Et là par contre, je vais avoir tout intérêt à écrire quels sont les entiers que je peux choisir pour obtenir une nouvelle somme de 2 carrés. Ça va être très important ici, et il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus sur les deux termes qui doivent intervenir ici. Alors pour ne pas faire n'importe quoi, donc comme on en avait déjà parlé donc, dans cet exo de colle 12, une somme de 2 carrés peut se voir comme le calcul d'un module au carré. Tiens, ça fait aussi écho à l'exo de colle numéro 67. Alors je vous ai dit que les exercices sont indépendants, encore une fois, mais bon, si vous pensez un petit peu à cet exercice 67, ça peut vous aider un petit peu dans ce petit calcul que nous allons faire maintenant. Mais sinon, vous n'avez pas, encore une fois je le répète, vous n'avez pas vraiment besoin de cet exo 67 pour répondre à l'exercice. Vraiment, ce calcul-là peut se faire complètement indépendamment. Mais c'est quand même bien d'avoir ça en tête pour voir quel type de formule on peut utiliser. Donc là, je ne vais pas prendre n'importe quel nombre complexe. Ici, je vais prendre bêta plus i alpha au carré. Donc c'est le module de bêta plus i alpha au carré. Et puis lui, c'est le module de r plus is au carré. Donc là, vous avez remarqué que j'ai interchangé la place de alpha et bêta. Ici, non. Pour r et s, je n'ai pas interchangé. Et vous allez voir que ça va avoir une grosse importance. C'est pour ça que je ne fais pas n'importe quoi ici. Puis bon, ce qui est bien, c'est que je sais que le produit de module, voilà, c'est ça, le produit de module, c'est la même chose que le module du produit. Donc je me retrouve, et le carré aussi, ça se passe bien. Donc je me retrouve en fait avec le module au carré d'un nombre que je vais expliciter, dont je vais expliciter notamment la partie réelle, la partie imaginaire.
La partie réelle ici, c'est bêta R moins alpha S. Et la partie imaginaire, c'est bêta S plus alpha R. Et donc, à la suite de tous ces calculs, j'ai bien réussi à écrire ce produit de somme de 2 carrés en une somme de 2 carrés. Bêta R moins alpha S au carré plus bêta S alpha R au carré. Or, cette chose-là, je peux l'écrire aussi autrement. Je peux l'écrire comme, lui, c'était mu fois M0, et puis lui, c'est mu fois P. Donc, je peux écrire que c'est égal à M0 mu carré fois P. Et bien là, c'est là où ça va avoir de l'importance d'avoir choisi ces nombres complexes précis. C'est que les deux termes qui interviennent ici, donc les deux nombres dans les carrés là, sont divisibles par mu. C'est là où ça a de l'importance d'avoir choisi bêta plus I alpha et R plus IS. Alors je vais me permettre d'effacer ça. Alors maintenant, montrons que ces deux nombres sont bien divisibles par mu. Donc en effet, si je fais bêta R moins alpha S, et je fais le modulo mu, je me rends compte que R, pardon, je vais peut-être utiliser plutôt dans ce sens-là, que R est congru à alpha modulo mu, donc je vais avoir bêta alpha, moins alpha et S est congru à bêta, donc j'ai ceci, modulo mu, et donc ça c'est congru à 0, modulo mu. Donc c'est gagné, ce terme-là est bien divisible par mu. Et lui, j'écris bêta S plus alpha R, c'est ça? Et bien ça c'est congru à bêta carré plus alpha carré. Bêta alpha, modulo mu, et donc c'est congru à 0 modulo mu. Puisque je sais que alpha carré plus bêta carré, c'est mu fois P. Bon voilà, j'ai gagné, je viens de démontrer que les deux nombres qui sont ici sont divisibles par mu, ce qui signifie que chacun des deux nombres, je peux les diviser par mu. Et en divisant par mu, on va faire disparaître le mu carré qui est ici. Et donc ceci va me donner le résultat qui va suivre. M0 fois P est égal à... Alors on a quoi? Donc je réécris bêta R moins alpha S divisé par mu plus bêta S plus alpha R divisé par mu. Je répète, ces deux nombres-là sont des entiers. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que M0 fois P s'écrit comme somme de 2 carrés. C'est marrant quand même. Enfin, j'espère que vous voyez que là j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai bien le M0 fois P qui s'écrit donc comme ceci. Très bien. Alors, peut-être une question qui peut se poser, c'est est-ce que les entiers qui étaient en jeu sont nuls? Alors pour que les entiers en jeu soient nuls, on se rend compte qu'il faut que bêta R soit égal à alpha S et que bêta S soit égal à moins alpha R. Je pense qu'il doit y avoir un argument assez simple pour se rendre compte que c'est pas possible. Je réfléchis un petit peu pour voir. Il doit y avoir un argument assez simple pour ça. Je sais, alors attendez, je sais que alpha et bêta sont tous deux non nuls. Ce qui me permet de dire que que R et S sont tous deux non nuls aussi, bon d'accord, mais ça ne m'aide pas vraiment à dire que l'un des deux est nul. Donc là le problème c'est surtout ce que je me pose, c'est est-ce que l'un des deux peut être nul? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Est-ce que l'un des deux peut être nul? Bon, je vais peut-être laisser de côté cette question pour l'instant. Et avancer en supposant que les deux choses qui sont ici sont non nulles. On reviendra à cette question vers la fin. Ok, donc je vais supposer pour l'instant que ces deux nombres sont non nuls. On va voir après ce qu'il en est exactement. Très bien. Donc voilà, alors maintenant ce que j'affirme, c'est que bon, on sait déjà que M0 est plus grand que 1.
hein, puisqu'on a vu déjà que M0 devait être non nul. Donc, on sait, grâce à cette propriété, à condition qu'on ait bien ces deux entiers non nuls, on peut affirmer que M0 est dans sigma. Maintenant, ce que j'affirme, c'est que ce M0 est en fait le nombre qui va contredire le fait que mu ne peut pas être strictement plus grand que 1. Je pense que ça va être... Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué avant, mais je pense qu'on peut le comprendre. Hop. Très bien. Ok. Donc, alors. Ok, alors pourquoi le M0 pose un problème par rapport à la définition de mu? Je vous rappelle qu'on avait la propriété que R carré plus S carré était égal à mu fois M0. Je vous rappelle qu'on avait cette propriété-là, et je vous rappelle également que R et S étaient choisis, et on ne l'a pas encore utilisé, cette hypothèse, était choisie entre moins mu sur 2 et mu sur 2. Donc, par conséquent, R carré plus S carré, c'est inférieur ou égal à mu carré sur 4 plus mu carré sur 4. Puisque les deux nombres sont compris entre moins mu sur 2 et mu sur 2, si je mets au carré, ça veut dire que les nombres au carré sont inférieurs à mu carré sur 4. Ce qui me donne donc mu carré sur 2. Donc là, on a que mu fois M0 est inférieur ou égal à mu carré sur 2, ce qui veut dire que M0 est inférieur ou égal à mu sur 2. Et comme mu est plus grand que 1, on a un inférieur strict avec mu. Ce qui contredit bien en effet, donc M0 contredit la minimalité de mu. Donc voilà, ça contredit la minimalité de mu, et donc on a la contradiction que l'on cherchait, hein, puisqu'on disait que mu était strictement plus grand que 1. La minimalité, c'était l'hypothèse avant, cette hypothèse d'absurdité qu'on avait posée pour dire que mu était plus grand que 1. Donc voilà, on a une contradiction. Ce qui m'amène alors à dire que mu est égal à 1, et on conclut. Puisque si mu est égal à 1, ça veut dire que P peut s'écrire comme somme de deux carrés, et les deux termes qui apparaissent au carré sont non nuls. Voilà. Très bien, donc là je viens de terminer tout l'argumentaire. Maintenant il y a juste quelque chose que je n'ai pas encore justifié. C'est pourquoi ces deux termes sont non nuls. Alors... Je me permets d'effacer là. On va voir si on peut dire des choses. Alors, pourquoi ces deux termes sont non nuls? Alors, si je dis que bêta R est égal à alpha S, je rappelle que je sais que R est congru à alpha modulo S. Je rappelle également que S, pas modulo S, modulo mu, pardon. Je rappelle que S est congru également à bêta modulo mu. Et je rappelle que R et S sont supposés entre mu moins mu sur 2 et mu sur 2. Très bien. Donc si je dis que bêta R est égal à alpha S, il y a peut-être un argument bête à sortir, mais pour l'instant je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Il y a peut-être un argument bête en fait, je suis en train de me dire. Il y a peut-être vraiment un argument bête. Alors réfléchissons ici, si je repars ici, si l'un des deux était nul, ça veut dire que M0 fois P est un carré. C'est peut-être ça, hein, ça vient peut-être tout simplement de ça. Donc j'aurais que M0 fois P est égal à un nombre au carré.
ok. Je sais pas si ça vient vraiment de ça, mais bon. Donc si M0 fois P est un nombre au carré, ça veut dire alors que le M0 contient en facteur P. J'ai pas le choix, parce que P en lui-même, ça peut pas être un carré, enfin, je peux pas le diviser, quoi. Donc si je regarde l'évaluation p-adique des nombres qui apparaissent, ça veut dire que P divise M0. Donc cela implique que P divise M0. Ok. Et je pense que c'est là le petit truc que je n'ai pas dit entre deux, à mon avis, que j'aurais pu dire. C'est qu'on aurait pu supposer que mu est plus petit que P. Et du coup, ça m'avance, ça amène à une contradiction par rapport au fait que M0 va être plus petit que mu, plus loin, donc là ce qu'on a vu juste après. Donc en effet, en fait, on aurait pu dire que le mu est plus petit que P. Donc, or, mu est plus petit que P. Et on a vu entre deux que M0 était plus petit que mu. Donc ça voudrait dire que M0 vaut 0, mais c'est pas possible parce qu'on a déjà vu que M0 ne peut pas être égal à 0. Donc alors pourquoi mu est plus petit que P? Il faut que je revienne en arrière. Je vous rappelle qu'on avait que C carré plus 1 était congru à M1 fois P tout à l'heure, au tout début, là, quand on a dit que moins 1 était un carré. Donc il existe C dans Z tel que ceci. Je vous rappelle juste ça, à un moment donné on a vu ça. Ok. Et en fait, tout ça était un jeu de modulo P, d'accord. Donc cette égalité-là, en fait, finalement, peut être un jeu de modulo P. Vous pouvez vous rendre compte que si M1 est égal donc, alors que je réfléchisse 2 secondes. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on peut très bien prendre les nombres, leur congruence modulo P, tous les nombres. On peut leur prendre leur congruence modulo P. Donc si je m'amuse à faire ça, donc si je prends, disons gamma est congru à C modulo P, tel que je veux que gamma soit compris entre... que je réfléchisse, que je dise pas une bêtise, parce que c'est possible que je commence à dire une bêtise. Oui, non, c'est bien ça. Donc je prends gamma compris entre P moins P sur 2 et P sur 2. Voilà, je pense que c'est ça l'idée. Donc je peux très bien prendre un truc comme ça. Et en prenant un truc comme ça, je vais avoir de toute façon la même chose. Je vais avoir que gamma carré plus 1 est toujours congru à 0 modulo P. Puisque C carré plus 1 était congru à 0 modulo P. Ce qui veut dire que gamma carré plus 1 est égal à un certain M2 fois P. Et le M2, là on va pouvoir dire qu'il est plus petit que P, puisque on a gamma carré qui est plus petit que P carré sur 4 plus 1. Et P carré sur 4 plus 1 est plus petit que P. Voilà. Alors ça c'est la dernière inégalité, vraiment pas dur à montrer. Mais voilà ce qui me permet de justifier pourquoi le fait de savoir que P divise M0 pose un problème. Et voilà, je pense que j'ai réussi à compléter ce qui me manquait. Donc là, ça va me permettre de dire, en effet, à mon avis, le fait que ce soit égal à 0 va impliquer que M0 divise P, et c'est la même chose pour l'autre, en fait. Donc finalement, je peux rassembler tout mon raisonnement en un seul truc, c'est en disant ça, c'est que si M0 fois P est un carré, ça veut dire que P divise M0, or, mu est plus petit que P, et je sais déjà que M0 est plus petit que mu, hein, on a fait le calcul tout à l'heure, je peux le refaire, non je ne vais pas le refaire, je vous laisse rejeter un coup d'œil au bon moment. Mais voilà, bon, au moins je pense que j'ai complété le raisonnement, j'espère que vous en êtes convaincus. Donc c'était juste le dernier petit truc qui manquait, c'était cette histoire que les deux constantes ici sont bien non nulles. Et je viens de l'expliquer. Très bien. Bon voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter.
Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Alors je peux comprendre que la fin de l'exercice est un petit peu technique, mais j'espère que je vous ai vraiment bien convaincu sur cette idée-là, sur cette dernière idée. Et encore une fois, voilà, dans les vidéos d'Exocode, n'hésitez pas à faire plusieurs pauses pour essayer de voir si vous avez compris en effet ce qu'il en est et si vous êtes capable de continuer les raisonnements avant que vous les voyez, hein, que vous voyez la suite. Hein, pensez-y. Je rappelle également qu'il y a un petit lien pour aller jeter un coup d'œil aux chansons que fait ma sœur. Hein, j'en avais parlé en dernier numéro d'examen, donc c'est pour l'instant présent à la place du lien de soutien. Donc n'hésitez pas à le consulter et à soutenir ma sœur, ça lui ferait grand plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!